soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus donc sur Futsal Zone pour une nouvelle émission 100% futsal, la 21e. On approche de la fin de cette saison, il s'est passé encore de très très belles choses ce week-end et on va tout de suite voir le sommaire de cette émission avec évidemment le débrief donc de cette journée. On va revoir les 6 matchs qui se jouaient en multiplex, les temps forts, l'interview avec l'invité du jour, les quiz, les classements et puis la prochaine et dernière journée de championnat. Un petit mot évidemment sur l'application, voilà, n'oubliez pas, on continue de scanner, on continue d'en parler autour de vous, on s'approche de la fin de saison, on va vivre une très très belle fin de saison avec pas mal de surprises, donc voilà, restez connectés. Et ben voilà, on va accueillir l'invité donc qui va être là, il arrive, il est dans les vestiaires là, il est en train de travailler un petit peu ses derniers coups tactiques. Et le voilà, il est là. Fabrice Gacougnol, l'entraîneur de Nantes. Salut Fabrice, comment ça va? Bonjour Steven, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Eh ben merci à toi. Voilà, on l'avait fait un petit peu l'année dernière, les coachs. On a recommencé sur cette fin de saison. On a eu des super bons retours. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant parce que vous avez un autre œil, on va dire, entre guillemets, sur le sport, sur le futsal. Et du coup, c'est toujours intéressant de débriefer avec vous. Donc Fabrice, bah écoute, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première rubrique, le débrief donc de cette 21e journée. Avec donc les résultats de l'ADA, on le disait, il y a eu quelques surprises, quelques résultats aussi qui vous ont peut-être avantagé Fabrice. En tout cas, on va commencer donc par la victoire de Nantes face à Laval, la victoire du Sporting qui condamne l'AS Ajaccio en D2, le match nul entre Kingersheim et Béthune, la victoire de l'UJS Toulouse face au Toulon Elite Futsal, la défaite de Gaulle à domicile face à Hérouville et enfin le match nul entre Paris-Acaza et Béthune. On va commencer justement par votre match, le match de l'invité. C'était donc Nantes face à l'Étoile Lavallois. C'était l'affiche de cette journée dans cette magnifique salle Mangin-Beaulieu. Fabrice, comment on arrive là sur cette fin de saison à jouer cette équipe qui était pour l'instant invaincue avec voilà, tout ce que ça comporte un petit peu. C'était quoi l'état d'esprit de l'équipe avant ce match? Bah, écoute, depuis Noël, on sait qu'on joue que des finales. C'est plus des matchs, mais des finales. On n'avait plus droit à l'erreur. Et même comme ça, on en a commis quelques-unes. Mais on est encore, tous les droits et on dépend que de nous pour jouer les playoffs. Et c'est vraiment quelque chose de génial parce que, bon, on était presque enterré par tout le monde à Noël. Et on était 8e, je crois me souvenir. Et personne ne croyait en nous. Et les gars, ils ont continué à bosser, ils ont continué à croire en eux. Et au final, on se donne toutes les chances et on ne dépend que de nous grâce aux résultats que tu as dit avant pour jouer les playoffs. Ouais, on le voit aussi, même dans ce match, hein, jusqu'au bout, parce que le score a été très longtemps de 2-2. Alors moi, j'étais sur place au Sporting, il y avait plein de gens qui avaient leur téléphone, qui regardaient à droite, à gauche les résultats, et à un moment, on a dit « Oh non, t'as marqué, c'est incroyable, il repasse devant, etc. » J'imagine que vous aussi, sur le banc, vous étiez un petit peu au courant. Et du coup, ce tout dernier but, là, c'est l'explosion, là, j'imagine, dans la salle, et sur le banc, le but de Mamadou Touré dans les 25 dernières secondes. Effectivement, ça a été un scénario de dingue. Par contre, je te dis, on n'était au courant de aucun résultat de l'extérieur. Ok. Il y avait que la victoire qui était bon pour nous. Et bon, on a vu, hein, c'était un match très intense, avec beaucoup d'occasions des deux côtés. Pour moi, une première mi-temps clairement pour eux. On n'était pas assez dedans. Pas ce petit plus qu'il nous fallait pour battre cette belle équipe. Et en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus agressif et beaucoup plus investi dans chaque ballon. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, pour moi, on était un peu mieux qu'eux. D'accord. C'était une volonté de ta part de ne pas être au courant justement des autres résultats pour rester concentré? Franchement, cette fois-là, oui, parce que ça servait à rien. Vraiment, là, c'était que la victoire qui était bon pour nous et on le voit dans le classement aujourd'hui. Même pas le match nul, même avec le match nul, on aurait été chercher, c'est ce qu'on a fait, le power play à la fin. Hein, mais même, on a hésité même avec le power play parce qu'on avait assez d'occasions à la contre.
Et vraiment, j'étais pas du tout au courant des résultats de l'extérieur, même pas à la mi-temps. D'accord, et du coup, donc, on rappelle hein, le scénario qui vraiment vous propulse, bah, tu le disais, en quatrième place et avec votre destin entre les mains, entre les pieds. Comment ça s'est passé? Vous avez regardé du coup les résultats après, vous avez fait les petits calculs et vous êtes dit, mais ça y est, c'est incroyable, on est quatrième et maintenant c'est à nous de jouer, j'ai envie de dire. Je te cache pas que dès que le match a été fini, et après féliciter tout le monde, on a su pour les résultats, on a demandé, ça c'est sûr, et on était au courant de la défaite de Toulon, ainsi que le match nul à Kingersheim. Donc, un scénario de dingue, une fin de folie, comme les dernières 23 secondes. Et après, tout ce qui a accompagné, avoir un gymnase 2000 personnes, comme on a gagné, avec les résultats qui accompagnent, on ne pourrait pas rêver mieux. Ouais, j'allais t'en parler en plus sur ce match. La dernière question, voilà, cette salle Mangin-Beaulieu, c'est la troisième fois, il me semble, que vous y êtes. Pour l'instant, ça vous avait pas porté trop chance, entre guillemets. Non. J'imagine que, voilà, pour vous aussi, pour les joueurs, jouer dans ce genre d'enceinte, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va être amené à être fait de plus en plus. C'est quelque chose de positif vis-à-vis de l'image du futsal qu'on peut amener à la ville de Nantes et à la région. Mais bon, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on joue ici, on a perdu tous nos matchs. C'est pas le terrain préféré des joueurs, on va dire, ni du staff. Mais bon, on a su changer ça ce samedi. Ouais, ok, bon, en tout cas, voilà, on voit les belles images donc avec cette victoire de Nantes, donc très importante. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les autres terrains rapidement. On va peut-être pas regarder tous les buts à chaque fois, tous les résumés sont On peut, disponibles, hein. mais quand même, oui, oui, on peut, on va le faire évidemment, mais voilà, ça va, il n'y a pas eu de gros matchs avec 15 buts comme on a pu avoir cette saison. Justement, voilà, on revoit une dernière fois le superbe but de Steve Bendali. Donc on passe aux autres matchs. Alors c'était à 16 h, un petit peu tout mélangé avec du coup le match entre le Sporting et Ajaccio. Donc ça, c'était un match important, évidemment, plus pour les Corses que pour les Parisiens. Les Parisiens qui avaient envie de finir sur une belle note, notamment pour la dernière de Jonathan Cholet. Donc les Corses qui sont officiellement en D2. Un petit mot voilà, sur ce match. C'est une question que je pose souvent, Fabrice. À quelle hauteur, entre guillemets, tu consommes notre D1 de futsal? Est-ce que toi qui es un fin tacticien, tu as le temps de tout regarder ou est-ce que tu en sélectionnes un ou deux par journée? Comment ça se passe un petit peu? Non, je ne peux pas regarder tous les matchs, c'est impossible. On regarde surtout le prochain match ou le deuxième, mais tous les matchs, c'est impossible. Mais les résumés, oui, on regarde tout et surtout, on travaille surtout sur le prochain match. Ouais, très bien, on voit hein, donc là le Sporting qui menait 2-0, les Corses qui sont remontés 2-1 puis 2-2. Voilà, ça a été un scénario un petit peu fou et donc finalement le Sporting qui l'emporte sur la fin. Est-ce que Fabrice, on le sait, hein, Nantes a eu une moitié de saison un petit peu compliquée comme a pu l'avoir le Sporting. C'est aussi ça le lot de la D1 de futsal, c'est de est-ce qu'il y a une part, un moment, j'ai pas envie de dire de chance, mais voilà, de réussite au niveau des blessés, des suspendus, c'est pas évident. Comment on gère un effectif comme tu le fais au quotidien? Moi, tu dis la chance. Pour moi, dans toute équipe championne en championnat ou en coupe, pour arriver loin, il faut aussi un ingrédient de chance. Dans toutes les équipes, c'est pareil. À niveau des blessures, à niveau des suspendus, à niveau de le petit ballon qui passe à 10 cm du poteau. Voilà, c'est petite dose de chance, c'est nécessaire pour toutes les équipes. Euh, Après, voilà, cette année, oui, on sait que Nantes est rentré dans une très, très mauvaise dynamique. Moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentré dans cette dynamique comme ça, aussi négatif. Et ça faisait mal parce qu'on travaillait bien à l'entraînement. Dans le jeu, c'était vraiment pas mal, sauf, on va dire, un match et demi où on a été très mauvais. Mais le reste, on ne méritait pas des résultats aussi négatifs comme on a eu. Et ça faisait mal aussi pour les joueurs. On a essayé de changer beaucoup de choses, beaucoup de la façon de travailler pendant la semaine, des moments de cohésion, plus tactiquement, plus physiquement. Et on n'arrivait pas à changer ça. Et c'est très compliqué de sortir dans une dynamique négative. Et bon, on a réussi. Je pense que la trêve nous a fait beaucoup de bien.
Et le premier match, je crois que c'était Hérouville. Bon, on a commencé à enchaîner les victoires et mentalement, ça allait beaucoup mieux et ça nous a aidés. Ok, ouais, l'importance évidemment de la confiance aussi hein, dans le sport de haut niveau. Et voilà, en tout Exact. cas, le Sporting qui finit correctement sa saison. Évidemment, on les retrouvera l'année prochaine, certainement avec d'autres ambitions. Et voilà, on adresse évidemment nos plus sincères salutations sportives à cette équipe corse qui aura fait un beau parcours. Ça n'aura pas suffi malheureusement. Et on espère les retrouver voilà, en D1 très rapidement parce qu'ils ont aussi servi à la médiatisation du futsal et nous ont montré de très belles choses. On les retrouvera évidemment avec plaisir. Voilà, donc victoire du Sporting, ça ne changeait pas grand-chose. C'était pas un match avec un réel enjeu. On va voir la suite de cette journée avec donc justement un des matchs qui était important et qui le sera peut-être même pendant la dernière journée. C'était donc Kingersheim face au Kremlin Bicêtre, l'un des matchs Fabrice qui pouvait peut-être jouer en votre faveur entre guillemets. Match nul, du coup le KB reste troisième, mais voilà, en tout cas il y aura peut-être des possibilités. Un petit mot peut-être voilà, sur cette équipe de Kingersheim. On se rappelle la saison dernière, elle s'était maintenue à la toute dernière seconde. Cette année elle a fait un très beau parcours. C'est quoi un petit peu ton avis sur cette équipe? Ouais, c'est une équipe et surtout chez eux, c'est une équipe très compliquée à jouer. Les recrues qu'ils ont fait cette année, ils ont été bien ciblés. Je pense que c'est pas une surprise qu'ils fassent des bons résultats, plus à domicile qu'à l'extérieur, mais ils les ont fait aussi. Donc le match nul, on savait que c'était une possibilité hein, que Kingersheim puisse gagner. Donc moins de surprise que ce que pensent les gens. Au quatrième, c'est intéressant justement, tu parlais de recrutement, c'est une question que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête. Comment, quand on est voilà, à ta place et quand on est dans un club comme Nantes, comment ça se passe un petit peu le recrutement? Je sais que bah, ça peut être via des vidéos, ça peut être via des émissaires ou des amis dans d'autres championnats. Comment toi tu travailles un petit peu sur, justement, on le sait, hein, Nantes a souvent amené des joueurs étrangers, parfois avec beaucoup de réussite, parfois un petit peu moins. C'est quoi un petit peu les bons ingrédients pour trouver justement des bonnes recrues, comme a peut-être pu le faire cette année Kingersheim, notamment avec voilà, Mathéus, Moginho, Morgade, etc. Mais écoute, c'est un travail qu'on fait avec le staff. C'est beaucoup de visionnage, beaucoup de suivi de championnats bien ciblés dans le monde. Par exemple, je te dis la D2 en Italie, la D2 en Espagne, la première division en Argentine, voilà, des championnats comme ça, le Portugal aussi, qu'on suit vraiment à partir de janvier, on va dire. Et voilà, tu fais une grande liste de joueurs et après tu filtres petit à petit selon les besoins que tu vas avoir pour la saison prochaine. Euh, c'est aussi le réseau qui est très, très, très important. Connaître beaucoup d'agents, mais aussi beaucoup de coachs dans le monde qui puissent te donner aussi des noms que tu n'avais pas pensé ou te parler de certains joueurs que tu as dans ta liste, etc. C'est surtout beaucoup de travail et avoir un grand réseau dans le futsal. Et justement, à partir de quand ça se prépare? Est-ce que là, on est le 29 avril? Est-ce qu'on a déjà des petites idées par rapport à l'année prochaine au niveau des départs, au niveau des arrivées, ou c'est vraiment en fin de saison, où on se pose tranquillement et on fait le bilan sur un petit peu les besoins et sur les opportunités de marché? Après, ça dépend beaucoup des championnats et des habitudes de chaque championnat. En Espagne, par exemple, ça commence en mars, février-mars, ça commence, et le mercato. Et en mai, début mai, c'est fini en première division. Par contre, en France, ça patiente et ça attend beaucoup plus. Et aujourd'hui, oui, on a en tête euh, qui on veut renouveler, qui on veut pas garder, ceux qui veulent pas rester, qui veulent partir. Voilà, on a une short list de joueurs potentiels selon les postes. Voilà, encore, c'est un peu tôt pour la France, on va dire. Ok, ok, j'entends. Bah voilà, en tout cas, on regardait hein, en toile de fond là un petit peu tous ces buts. Vous avez tous les résumés disponibles, notamment un triplé d'Amar Bessa pour le KB, un doublé de Mathéus, Moussa Haddad encore une fois décisif
et Ronnie Zakei notamment qui a marqué aussi. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça. En tout cas, le KB qui fait une mauvaise opération quand même, on peut le dire, même s'ils sont toujours en lice, évidemment, pour les playoffs. On verra ça tout à l'heure au classement. En tout cas, match nul donc entre ces deux équipes. La suite, évidemment, de cette 21e journée, on avait un match aussi intéressant, celui-là entre l'UJS Toulouse et le Toulon Elite Futsal. Le constat a été simple pour que les Toulousains puissent encore rêver. Il fallait gagner, ils l'ont fait. Mauvaise opération pour le Toulon Elite Futsal. Fabrice, voilà, à quoi tu t'attendais sur ce résultat-là, cette équipe de l'UJS Toulouse qui a eu aussi un moment de creux, au pire des moments, qui revient bien sur cette fin de saison. Voilà, un petit mot sur ces deux équipes. Écoute, Toulouse, chez eux, on sait comment ça se passe, hein. C'est une équipe de guerriers. Avec leur coach, ils ont mis cette note tactique et de faire bien les choses. Voilà, pour moi, c'est pas une surprise, mais ça reste quand même une surprise, surtout à la trêve où ils étaient entre les trois premiers. Je pense qu'ils ont quelque chose à jouer encore. J'ai parlé avec eux aussi il n'y a pas longtemps et ce résultat, oui, ça peut leur mettre, ça va leur mettre dans la course des playoffs, hein, clairement, hein, et surtout avec le prochain match qu'on viendra après. Mais je ne m'attendais pas non plus à Toulon qui perde. Moi, je m'attendais plus à un match nul ou quelque chose de plus serré. Bon, le résultat, il est serré, mais la victoire, ça nous a été très bien pour nous, hein. Ouais, évidemment, pour les Nantais, la défaite donc de Toulon qui a été positive, hein, on peut le dire. Younes Hassen qui avait ouvert la marque, pardon. Mazen ensuite, Ayoub Bouita. Et puis du côté de Toulon, Rodrigo Viana qui a de nouveau marqué. Et l'un d'indestructible, j'ai même plus les mots, Nito aussi qui va de son but. Mais donc victoire de l'UJS Toulouse ici au Petit Palais des Sports. On le verra évidemment au classement tout à l'heure, mais évidemment il y aura une autre finale à jouer. Il n'y a que des finales de toute façon sur cette fin de saison. Voilà donc pour ces deux belles équipes du championnat en tout cas qui ont fait un beau parcours. Les deux ne pourront pas aller au play-off a priori, on va suivre ça, mais c'est possible encore. Tout à l'heure je me disais il faut qu'on commence à faire des SI, mais je me suis dit il y a trop de SI. Il y a trop de combines, il y a trop de combinaisons, voilà. C'est tellement serré tout est possible, hein. Grâce à ce résultat-là, bon, à celui de KB, on peut être même troisième si on gagne Ajaccio, hein. Ouais. Donc, tout est possible. Vraiment. Ouais, ou être dehors des playoffs hein, si on ne gagne pas Ajaccio. Évidemment, évidemment. Donc voilà, pour ce match-là, 3-2, c'était très serré, mais donc victoire des hommes de Pepe Narvaez. On passe au dernier match avec tout d'abord ce bon vieux Hérouville face à Gaulle. Et Hérouville qui est allé s'imposer du côté donc, de la région lyonnaise. Et ça aussi, ça a de l'impact en bas. On l'a vu, Ajaccio est condamné, mais entre Hérouville et Béthune, la lutte va être serrée jusqu'au bout. Victoire donc des Normands, ils menaient 4-0 hein, après je crois 10 minutes de jeu. Et voilà, une victoire aussi au mental, au forceps. Bon, Fabrice, pareil, cette équipe d'Hérouville, tu la connais depuis de longues années, une équipe qui lâche jamais rien et qui est allée voilà, s'imposer d'une belle manière en plus du côté de Gaulle. Ouais, encore Hérouville, une équipe qui lâche rien, qui nous l'ont prouvé chaque année qu'ils étaient en D1, hein, ils sont allés jusqu'au bout, hein, et je ne m'attendais pas à autre chose de leur part. Après, ça m'a surpris un petit peu le résultat, parce que Gaulle, chez eux, c'est costaud. On a vu qu'ils ont fait beaucoup de bons résultats. Après, je crois qu'il y a eu quelques joueurs importants qui n'étaient pas convoqués. Et bon, bah, ça va aller jusqu'au bout, hein, comme on l'attendait, comme pour les playoffs. Béthune, Hérouville, ça va se jouer dans la dernière journée. C'est passionnant pour les spectateurs et pour tous, hein. Ouais, clairement, on voit donc les buts normands déroulés. On a vu Samirala, on a vu là le but de Tarek Baguit, également Rouya qui a marqué, et Lucas Daimelda, le Brésilien, et ensuite les joueurs lyonnais qui ont marqué grâce à Larsen Asnam, qui continue d'enchaîner, hein, ce jeune joueur là international français, et un but d'Amin Ben Chérif également. Donc victoire d'Hérouville. Voilà, Fabrice, tu le disais, petite surprise, en tout cas victoire d'Hérouville qui se remet bien pour cette fin de saison. On voit
le penalty d'Amin Benchirif qui en a marqué un et qui en a, alors pas raté, mais ça a été arrêté juste après. On aurait pu revenir à 4-3, ça aurait pu offrir une fin de match totalement folle, mais finalement Hérouville a donc tenu. Voilà donc pour ce match, et donc victoire d'Hérouville 4-2. Le voilà, le dernier match de cette journée. Ça aussi, évidemment, on le sait, Paris-Akaza est un petit peu moins dedans depuis quelques semaines. Il y avait eu déjà cette très belle victoire nantaise en terre parisienne du côté de Pierre de Coubertin. Ça aussi, c'était sympa. C'était une belle victoire de prestige et c'est ce qui vous a permis aussi de continuer d'y croire et de rêver à cette qualification en play-off. Bien sûr. Après, c'est comme Gaulle, c'est comme Akaza. Gaulle a moins à jouer, donc ils peuvent se permettre aussi de faire jouer ceux qui ont moins joué pendant la saison. Et Akaza, ils ont assuré la 2e place. C'est pareil pour eux. Et après, mentalement, je pense que c'est pas le même niveau de compétition. Il faut faire les devoirs avant. Et voilà, hein, c'est comme nous, si on n'est pas en play-off à la fin de l'année, on pourra s'en prendre que à nous, hein, c'est tout. Hein. Ça se joue sur l'ensemble de la saison, hein, pas seulement le deuxième à partir de Noël. Hein. Non, c'est toute la saison. Donc voilà, c'est des résultats qui surprennent. Voilà, c'est surprenant, mais ça me paraît aussi un peu normal à un niveau de cette compétition où eux, ils ont peut-être plus la tête au play-off. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ils peuvent se le permettre. Ouais, c'est intéressant, on en parlait en préparant l'émission avec les collègues là au bureau, mais c'est vrai aussi, il y a même ces débats même en Ligue 1, on l'a vu là avec le PSG, avec le président de Le Havre qui dit on fait jouer une équipe B, etc. Voilà, l'argument c'est ils ont mérité eux leur place et ensuite ils gèrent un petit peu l'effectif comme ils veulent. Voilà, en tout cas, on n'a pas senti non plus une équipe totalement démunie, mais c'est vrai que la tête, en tout cas du côté de Paris-Akaza, tu confirmes, elle est déjà au play-off pour ces joueurs. C'est pas moi de confirmer ça, mais c'est sûr que même si tu as envie sur le terrain, après tu veux gagner, hein, tu veux gagner à tout prix. Hein, je dis pas ça, hein, mais à la fin, mentalement, c'est pas pareil. C'est pas et c'est comme tout. Si tu attends le dernier ou les 2 derniers matchs pour te sauver ou pour être en play-off ou pour faire un résultat, tu as les risques aussi de jouer contre des équipes, qui n'ont plus grand chose à jouer et que c'est pas pareil à un niveau mental. Ouais, voilà, une journée donc avec quelques surprises entre guillemets en tout cas. Béthune qui avait déjà fait un gros match face au KB malgré la défaite lors de la précédente journée, qui continue d'embêter et d'accrocher les gros, et donc Béthune qui prend un point qui sera peut-être décisif pour le maintien. On verra ça évidemment lors de la dernière journée. Voilà, vous pourrez retrouver évidemment tous les buts sur Futsal Zone dans les résumés, c'est disponible quelques minutes après les matchs. Voilà donc pour ce qui s'est passé. On va passer à la suite de cette émission avec donc les temps forts. Les temps forts donc de cette 21e journée avec tout d'abord Fabrice, le top 5 des buts qu'on va mettre en plein écran. On va se régaler pendant environ 2 minutes et puis on se retrouve juste après. Restez parce qu'il y a eu de très 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 jolis buts. Mais il faut quand même être attentif, elle était bien placée cette frappe. Et on va essayer encore une fois la reprise de Fabrizio. Cette fois-ci, elle est monumentale. Rien à dire et c'est somptueux. Aucun arrêt possible. Oh là là, Soukouna encore. Soukouna Amouja Soukouna. Quel but encore une fois du jeune français qui a tout fait, tout simplement, à cette défense parisienne. Ouais, ça commence presque après et derrière il réussit. Et là, évidemment, va falloir le surveiller. Oh, superbe Sid Belac, l'ouverture du score au moment où je vous disais qu'il fallait le surveiller. Lui qui fait une saison exceptionnelle. C'est du Sid Belac tout craché. Pleine lucarne et ça fait 1-0 pour le Sporting. Bendali, la frappe de Bendali. Oh, le coup de canon. Le coup de canon de Steve Bendali, le capitaine nantais. Encore lui. Regardez-moi ça, c'est magnifique.
il se met sur son pied gauche. Et derrière, il décroche la lucarne. Et Mathieu Hamad qui est là, Amar Bessa va aller se positionner au deuxième poteau. Zaki va rester à l'extérieur de la surface pour faire parler sa puissance. Il est servi. Zaki, la reprise de volée. Et le but de Ronny Zaki, 3-2. La qualification pour les playoffs, la passe décisive pour Boulaïba. Mais il faut quand même être attentif à l'équipe. Et voilà donc pour le top 5 de ces buts que vous retrouvez chaque semaine dans l'application. Un petit préféré Fabrice? Je ne vais pas dire comme le reste Steve Bendali parce que ça serait trop facile. Je dirais celui de Sukuna. Ça me paraît le slalom qu'il réalise en laissant derrière lui 3 joueurs. C'est pas mal. Ouais, après, il y a deux volets incroyables. Mais ouais, je garderai celui de Sukuna. Ok, c'est noté en tout cas. Ouais, c'était la folie à Carpentier à ce moment-là. C'était l'égalisation en plus des Corses. Mouja Sukuna qui a encore marqué un joli but. Le MVP de cette journée, jamais évident voilà, de choisir. Alors, c'est pas parce que tu es invité, hein, Fabrice. On avait le MVP déjà dès dimanche. Mais voilà, Steve Bendali, tout simplement parce qu'il porte cette équipe, parce qu'il a encore mis un doublé et parce qu'il y a une victoire aussi de prestige pour l'équipe nantaise. C'est important quand on met en avant un joueur aussi de parler du collectif. Cette victoire, il n'est pas allé la chercher tout seul, loin de là. Et battre les Lavallois, ça n'avait pas été encore fait. Un petit mot évidemment sur Steve Bendali. Les louanges, elles sont là toutes les semaines. Mais on a encore l'impression qu'il a passé encore un cap chaque saison. J'ai l'impression qu'il progresse, qu'il est de plus en plus régulier. Et surtout, cette année, il marque beaucoup de buts. Et dès comme ça, il en a marqué 6 ou 7. Raconte-nous, est-ce que toi qui le vois évoluer depuis déjà pas mal d'années, c'est quoi le secret de cette réussite et de cette... Écoute, ça fait 7 ans que je travaille avec Steve, depuis la D2. Donc, je le connais très bien. On a une très bonne relation. Comme ils disent les jeunes, et il est dans son prime. Cette saison, vraiment, il est au top. Vraiment, je pense, j'ai pas trop le souvenir des matchs, des mauvais matchs. Je pense que il a été hyper régulier toute la saison et ça a été vraiment le capitaine des éléphants et il a su mener ses coéquipiers vers cette 4e place qu'on essaye de finaliser dans 2 semaines. Mais oui, Steve, il a passé un cap cette année, vraiment d'importance autant sur le terrain comme en dehors. Et je sais pas à quel pourcentage, toi, peut-être, tu peux t'attribuer ce mérite ou cette part, justement, de progression d'un Steve Bendali. J'imagine qu'il y a évidemment, lui, son travail personnel, mais il y a aussi toi et peut-être tout le staff. Enfin, voilà, comment un petit peu t'estimes, justement, le travail aussi fait par le club, par le coach. Ça peut être aussi par l'équipe de France. Mais voilà, si tu arrives un petit peu à quantifier tout ça. À quantifier, c'est difficile. Mais c'est sûr que j'ai ma part aussi dans tout ça. Après, c'était une pépite quand je suis arrivé à Nantes-Bella en D2. Et voilà, l'aventure a commencé là. Aujourd'hui, c'est un joueur important de la sélection. C'est un joueur important de Nantes et un joueur très important aussi du championnat français. Donc, c'est surtout grâce à son travail. Et moi, je dirais plus aussi au travail de tout le staff, où on l'a mis dans des bonnes conditions et pour qu'il explose cette année, on va dire. Ouais, bah voilà, donc Steve Bendali, le MVP de la journée, le 5 de la semaine qu'on va suivre. Alors, juste petite inversion, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout ça bien placé. Thibaut Garros, donc, qui a été élu le meilleur gardien. Amar Bessa, Abdella El Balaoui, Steve Bendali, Samir Alaa, voilà. Jamais évident, des joueurs qui ont performé, qui ont fait gagner aussi leurs équipes. Voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. On va passer, Fabrice, du coup, à l'interview. L'interview donc de l'invité Fabrice, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais 54 ans, c'est bien ça? Il faut faire attention, à partir de cet âge-là, il faut faire attention. Voilà. C'est bien. Né à Paris du coup, et ensuite un déménagement en Espagne assez tôt, 9 ans, hein, j'ai repris les informations d'un joli papier sur Ouest France, notamment pour le début.
Et puis la découverte voilà, du futsal, en fait, là-bas directement, tu disais, j'ai pas trop connu le football. Moi, ça a tout de suite été le futsal. Comment tout de suite on entre dans le futsal? Alors en Espagne, j'imagine que c'est peut-être un peu plus naturel qu'en France. Exactement. J'arrive à l'âge de 9 ans à Madrid, à Torrejón, une ville pro-futsal totale. Donc, je fais une année de foot à 11 là-bas, mais je découvre le futsal rapidement et je sens vraiment que mes qualités techniques et physiques sont beaucoup mieux adaptées au futsal qu'au foot à 11. Donc, je commence à jouer et à m'amuser beaucoup plus avec le futsal. Ok, très bien, ouais. Donc là-bas, on va dire qu'il y a un peu plus de. Enfin, c'est même beaucoup plus développé encore qu'en France, même si on sait que ça progresse. Naturellement, les jeunes ont quand même un accès vers le futsal qui est un peu plus simple. On a envie de jouer au futsal directement. Oui, et c'est beaucoup, beaucoup plus développé qu'en France, c'est sûr. Moi, je te dis, en 2010, quand je suis arrivé en 2009. En 2009-2010, quand je suis arrivé, je donnais la statistique suivante. C'est que dans la région de Madrid, il y avait presque le double de licenciés futsal que de foot à 11. Donc, ça te donne une idée de ce que c'est le futsal, pas seulement à Madrid, en Espagne. Et oui, c'est beaucoup plus simple d'avoir des gymnases, de trouver une équipe qui te convient, un niveau de compétition. C'est différent. Tu fais de la compète à partir de 7 ans. Là-bas, tout est différent avec aussi la méthodologie de travail qu'il y a en France. Ouais, ok, on le sait, on le sait. On progresse doucement, mais voilà, il y a encore un cap Bien sûr. à passer, clairement. Et donc, voilà, futsal. Du coup, tu joues à Madrid, c'est ça? Tu as joué en Liga? Oui, j'ai fait le centre de formation d'une équipe qui n'existe plus, malheureusement, et qui a été championne d'Europe. Ok. Marsanz, Torrejón. Et j'ai fait centre de formation et j'ai fait mes premières minutes à l'âge de 16-17 ans. J'avais. Mais bon, je jouais presque pas. Ok. J'étais dans l'équipe B et on m'emmenait de temps en temps. Et après, j'ai alterné entre l'équipe B qui était en Ligue 3, après Ligue 2, Ligue 1, et jusqu'à ce qu'une grave blessure est arrivée quand j'avais 25 ans, quand j'étais en Ligue 1. Et là, ça m'a tout cassé parce que j'étais 2 ans blessé. Après, j'ai pas pu revenir à mon niveau. Est-ce que c'était la fameuse rupture des ligaments croisés? Pas seulement, ligaments croisés, latéral interne et les 2 ménisques complètement enlevés. Donc oui, 2 ans avec 3 opérations et je suis revenu en D3, 2 ans, mais Ouais, compliqué. c'était plus pareil. C'était Compliqué. plus pareil. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à entraîneur et à prendre les diplômes. Ouais, Il y a juste. 5 diplômes en Espagne et juste, je les ai tous, sauf le dernier où j'ai été appelé par le club FCR. Ouais, justement, avant de voir. On en avait parlé une fois un petit peu en rigolant, mais du coup, c'était toi, hein, le tout premier Français à avoir évolué en Liga. C'était pas Amine Benslama. Ouais. Eh C'est oui. ça. Eh Mais oui. j'ai discuté avec Amine. Ok. J'ai discuté avec Amine amicalement, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Et je m'entends très bien avec lui. Et c'était une petite anecdote. Oui, c'est vrai que les J'avais joué, médias. mais bon, j'ai passé plus de 30 ans en Espagne. Des fois, en Espagne, ils me considèrent français. En France, ils me considèrent espagnol. Bon, je suis entre les deux, quoi. Voilà, j'ai culture espagnole, mais toute ma famille est française. Ouais, très bien. Donc tu le disais, voilà, première arrivée en France, en tout cas en tant que coach, en 2009, hein, c'est ça. C'est On ça. voit un petit peu, au départ au FC Erdre, avec Mathias Juvet qui a été un dirigeant important de la région nantaise. Comment Oui. se fait justement cette connexion et comment, toi, j'imagine, c'est un bouleversement de revenir en France. Comment ça se passe? Oui, j'étais coach en D2 en Espagne et on a fait une bonne saison et on s'est offert un tournoi international. On a commencé à regarder et on a trouvé le TIF, aujourd'hui Mondial Futsal, et on s'est inscrit et on est venu à Nantes
3-4 jours pour jouer le tournoi. Et c'est là où on a pris contact, où ils se sont rendus compte que je parlais un peu français, que j'avais la culture futsal. C'était la première année du championnat de France. Donc, on a continué à discuter. C'est, comme avait dit à un moment donné Marcelo Serpa, c'était le moment de la crise économique en Espagne, la bulle immobilière. Et c'est à partir de là que j'ai accepté une année dans ce club de Nantes, FCR. Je suis venu tout seul, sans ma femme, sans mes filles. Et puis, ça a été un peu dur à l'hôtel toute l'année. Mais bon, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a fait 4e en championnat et on a joué la finale de Coupe de France contre le Grand Sporting à l'époque. Et on a renouvelé 2 ans de plus. Et là, j'ai fait venir ma famille. On a gardé notre maison en Espagne parce que pour nous, c'était, allez, on vient 2-3 ans et on repart en Espagne. Et finalement, j'ai vendu ma maison à Madrid et je suis bien installé ici à Nantes. Ouais, bien installé à Nantes. Donc voilà, il y a eu ensuite la fusion du coup avec un rapprochement avec donc le Nantes Métropole, notamment ce projet avec Christophe Benmaza. On va voir différentes photos qui vont un petit peu défiler. Mais du coup, tu le disais au début, ça doit te faire bizarre, toi qui viens d'Espagne, qui a connu le haut niveau, qui côtoie le haut niveau aussi au quotidien, d'arriver en France où on est au début en fait du projet futsal, quoi. On part, j'ai pas envie de dire de rien, mais on est vraiment, je pense que par rapport à maintenant, il y a un gap quand même. Il y en a pas un, il y en a plusieurs. Oui, quand on a commencé, oui, tu goûtes le haut niveau, tu viens en France, mais c'est joli aussi de voir l'évolution en ces 14 ou 15 ans de championnat, de la première année à celle-ci, franchement, et tu sais que comme d'autres coachs étrangers qui sont là depuis longtemps, qu'on a mis notre petite touche aussi dans le championnat français pour faire améliorer les choses. Donc, il y a ce côté aussi sympa de s'investir dans ce championnat et le faire grandir. Et qu'est-ce qui peut-être, si tu te rappelles un petit peu au début, qu'est-ce qui t'a peut-être choqué le plus ou qui t'a le plus amusé ou peut-être une anecdote qui nous ferait sourire maintenant, je sais pas, d'en avoir certaines. Ouais, mais c'est surtout, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début avec, on va dire, la mentalité française. Le D'accord. futsal, c'était pour s'amuser. Quand je suis arrivé à Nantes, c'est la première chose, c'est tous ceux qui font du foot à 11, ils font pas de futsal avec moi en D1. Et là, j'ai perdu des joueurs, j'en ai récupéré d'autres, mais c'était la première règle que j'ai voulu instaurer. Et quand ils se sont rendus compte de l'intensité des séances, on faisait seulement 3 séances par semaine, mais l'intensité des séances, ils ont bien compris que c'était compliqué de faire les deux et que ça pourrait engendrer aussi des blessures. Donc voilà, c'était surtout le point plus important quand je suis arrivé en France. Et pour l'anecdote, je suis avec moi, j'ai fait venir 2 Espagnols, 2 frères, Ok. 2 moteurs de jeu mon idée, c'était qu'ils m'aident aussi à faire jouer l'équipe. Ils m'ont bien aidé. Et un jour, dans un match de R1, on a vu avec un arbitre qui avait des petits crampons sur le terrain, quoi. Ok. Et c'était vraiment, j'ai même sorti le téléphone pour faire une photo parce qu'on n'allait pas me croire en Espagne. Ok. Donc, Ouais. tout ça, c'est très derrière nous, évidemment. Et aujourd'hui, le futsal français, bourré de talent et une progression de folie. Ok. Et je suis très content pour ça. Ouais, tant mieux, tant mieux. Oui, en effet, ça devait être surprenant. Oui. Et du coup, voilà, tu le disais, tu te sens bien. On sait aussi que le futsal évolue, le club de Nantes aussi évolue. Tu dois le voir. Alors, on a des petits soucis de caméra, mais vous inquiétez pas, on voit Fabrice, on l'entend bien, c'est le principal. Je disais, le club de Nantes aussi qui évolue. Mine de rien, être à la base aussi de ce projet avec d'autres et le voir évoluer, ça doit être aussi très satisfaisant, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. On investit vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si au moins c'est avoir la récompense de voir le club, l'équipe, la structure progresser, c'est gratifiant pour tout le monde. Et c'est ce qui nous donne aussi l'envie aussi de continuer. Ouais, très bien. Bon, voilà, on est en train d'essayer de régler, hein, pour être totalement transparent. Marie est au four et au moulin. On va mettre juste d'autres photos. Tu le disais aussi, Christophe. Christophe, je pense. Voilà, je parle de Christophe Benmaza. Voilà, je confonds tout le monde. Fabrice, non, je disais, il y a eu évidemment de très belles choses, notamment au sein du club du NMF. Et aussi, évidemment, la victoire en Coupe nationale. Est-ce que c'est un petit peu voilà, le meilleur moment de ta carrière? Ça valide aussi tout le travail qui a été fait depuis des années. Tout à fait. Il faut savoir qu'en 2009-2010, j'ai joué la finale de Coupe de France contre Sporting, on a perdu. Je crois que 2013, on a joué la finale du championnat contre Sporting et on a perdu. Donc celle-ci, on n'avait pas le droit de la perdre, quoi. Et oui, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment le plus important de ma carrière, on va dire. Ouais, et puis un scénario en plus qui était assez fou devant voilà, toutes vos familles, hein, respectives, les amis, etc. Est-ce que j'imagine que voilà, le futsal, c'est une passion qui prend du temps, comme un petit peu toutes les passions. Est-ce que quand on arrive justement à ce genre de résultats, on se dit que voilà, tout ce qui a été fait auparavant n'a pas été fait pour rien, quoi? C'est sûr. C'est ces petits moments-là qui nous font recharger les batteries, comme la victoire de Laval samedi dernier. C'est des moments qui resteront pour toujours, quoi. Et grâce à ces moments-là, on peut continuer avec les mêmes envies, les batteries à fond, parce que là, on arrive en fin de saison et il y a la fatigue, tout le monde est épuisé. Donc, on a besoin de petits moments comme celui-là pour continuer à travailler. Ouais, on voit qu'est-ce qui avait fait alors Nantes depuis déjà 3-4 saisons est vraiment fait partie des meilleurs clubs français en termes de résultats. C'était peut-être le cas, on va dire, en termes de structuration. Ça a mis peut-être un petit peu plus de temps au niveau des résultats, en tout cas en termes de régularité. Là, on le voit depuis, voilà, il y a eu cette victoire. Il y a eu l'année dernière une demi-finale de play-off. Cette saison, vous n'êtes pas loin aussi. On verra ce qui se passera lors du dernier match. C'est un travail de longue haleine et au niveau aussi des joueurs, du recrutement, est-ce qu'il y a un moment une prise de conscience? On sait qu'il y a le Krebs aussi qui est un magnifique outil. Est-ce que tout ça justement fait que voilà, on passe aussi un cap? On parlait de Steve Bendali, mais c'est pareil aussi pour le club et pour les joueurs aussi, j'imagine. Bien sûr. Le club, c'est pas Steve Bendali. Le club, c'est pas Fabrice Gacougnol. La progression qu'on a eue, c'est dû à beaucoup de travail de beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qu'on entend moins parler. Il y a les dirigeants, il y a Christophe Benmaza qui a continué à aider l'équipe depuis, je sais pas, depuis la fusion. On a commencé à travailler ensemble, à retravailler ensemble. Et tout le staff qui est venu après, franchement, vous imaginez même pas tout le travail qu'il y a derrière. Autant des bénévoles comme des dirigeants qui nous rejoignent chaque année, le staff qu'on renouvelle parce qu'ils sont motivés, ils sont passionnés et qui veulent continuer l'aventure à chaque fois avec nous. Tout ça, ça fait en sorte que donner de l'envie de continuer à travailler avec au même plus d'envie et aussi l'outil Krebs qui nous a aidé énormément. Hein. Les bons résultats ont commencé, on va dire, à partir de l'arrivée du Krebs. Hein. Ouais. Le mettre dans des bonnes conditions, les conditions qu'on a ici. En France, il n'y en a pas. Hein. Et même en Espagne, il y en a très peu, à part le Barça et une ou deux équipes de plus. Hein. Mais c'est tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, on va dire, qu'on soit toujours au tableau. Ouais, puis c'est vrai considéré comme une équipe respectée en France. Ouais.
Oui, puis c'est vrai que les bénévoles, on en parle de temps en temps, peut-être pas toujours, mais pour avoir assisté à pas mal d'événements, et notamment le Mondial Futsal à Nantes, je peux vous dire, il y en a des bénévoles, et heureusement, et on les salue tous, hein, vraiment, tous ceux qui sont dans tous les clubs, évidemment, c'est souvent la vitrine, la D1, mais il se passe vraiment... il se passera rien tout simplement sans les bénévoles, donc tu le disais Fabrice, heureusement qu'ils sont là. On voit voilà, les belles images aussi. Un petit mot sur les récompenses individuelles, c'est important aussi d'en parler. Est-ce que ça te fait plaisir toi quand tu reçoit des prix? Là, on va voir le trophée du meilleur entraîneur. On a progressé en visuel, hein. On va voir la différence entre la première année et celle d'après. Mais voilà, ça c'était sympa. On rappelle, élu par tes pairs, c'est toujours valorisant, j'imagine. Bien sûr que c'est valorisant. Et surtout quand c'est élu par les coachs. Pour moi, c'était important. C'était un moment fort aussi. Mais voilà, c'est le cumul aussi de tout le travail les dernières années, cette reconnaissance. Ouais, voilà, on avait vu avec un trio original, Jawed Belaïnoussi, deuxième, Felice Mastropiero, qui coachait le Toulon Elite Futsal. Et puis, tu étais encore de nouveau dans le top 3. Cette fois, c'était André Vanderlei. Voilà. Le respect, tu le disais, des pairs, c'est important. Et il se fait quoi? Il se fait via les résultats, il se fait via ta connaissance. C'est vrai que le grand public, parfois, ne se rend pas compte de tout le travail tactique qu'il y a derrière. Voilà, mais on ne s'en rend pas toujours compte. C'est vrai que c'est énormément de travail quand même. Là, tu as 3 grands coachs qui ont eu beaucoup d'influence dans le futsal français. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est aussi un plaisir d'être avec André et avec Marcelo sur cette affiche-là. Ouais, ben voilà, donc normalement on devrait revenir avec les trophées de la D1, vous savez, c'est jamais trop, c'est toujours un petit peu au dernier moment malheureusement, mais voilà, on croise les doigts, normalement on devrait revenir, ne vous inquiétez pas. Une dernière petite photo justement sur aussi cette saison, alors même... Allez, encore 2-3 dernières, parce que le temps passe vite, mais sur cette saison, voilà, tu l'as un petit peu dit, Fabrice, ça a été une début de saison quasiment parfait, 3 matchs, 3 victoires, un moment aussi un petit peu plus compliqué, et puis finalement, la finalité, c'est que là, on se retrouve le 29 avril avec une finale à jouer, et avec en cas de victoire, une qualification au play-off. J'imagine que si on t'avait dit ça, justement, au moment où vous étiez 8e, t'aurais signé, et du coup tu disais les joueurs ont rien lâché. Toi aussi, moi j'aimais bien ce que tu disais sur cette capacité de se remettre aussi en question. C'est aussi ça d'être un bon coach, d'être entouré, c'est de se dire peut-être que ça marche pas, on va essayer d'autres choses. C'est ça aussi le travail quotidien d'un coach. Raconte-nous. C'est ça d'avoir un staff comme j'ai, hyper compétent, et qui ne sont pas à dire toujours que le coach Gacugnol il a toujours raison. Tout le contraire. Des fois, on se prend un peu la tête, mais toujours pour avancer, pour se remettre en question, pour changer les choses. Même quand on gagne, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Voilà, c'est un staff. Je suis très fier de mon staff, et c'est grâce à eux aussi que vraiment, je me remets en question chaque semaine. Mais vraiment, on a vu avec le staff qu'après les matchs allés, où on était dans le trou, on va dire, 8e, qu'on était en train de bosser bien. On n'arrivait pas à identifier le problème. Et on a parlé avec les joueurs. Même eux, ils n'y arrivaient pas à identifier ce problème-là. Donc voilà, on a continué à y croire. Et à la fin, vraiment, on croyait à Noël. Vraiment, on croyait qu'on pouvait jouer les playoffs jusqu'à la fin. Donc, on l'a vu, et même on a joué sur l'autre tableau de la coupe, en arrivant jusqu'en demi-finale et en perdant contre l'Ogre Lavalloise. Ouais. Donc demi-finale de Coupe de France et être en disposition de jouer les playoffs et on dépend que de nous. Eh bien oui, on y croyait tous et on s'est tous convaincus que c'était possible. Et pourtant, on a laissé passer des points encore bêtes en deuxième partie de saison. Mais on continue à être là. Et question peut-être un petit peu taquine, mais est-ce que la saison
serait positive s'il n'y a pas de play-off? Elle ne serait pas positive, mais comment ça s'est déroulé la saison, c'est ce que je leur ai dit avant le match de Laval à mes joueurs. Ouais. C'est qu'au-delà du résultat de Laval, si où on n'est pas en play-off, respect à eux parce qu'ils se sont battus et ils ont joué des finales depuis le mois de janvier. Et ça, c'est important aussi. C'est important aussi parce que personne n'y croyait et on n'a rien lâché. Et ça, il faut le récompenser. C'est sûr que oui, l'objectif clair et net avec l'équipe qu'on avait fait et on avait conçu, c'était les playoffs. Mais il y a la façon aussi d'y arriver. Ouais. Mal parce qu'on n'est pas en playoff peut-être, mais je les féliciterai pareil, franchement. Ok, très bien. Belle réaction du coup des joueurs. Quoi qu'il se passe, c'est ce qui sera donc nommé. Et voilà, dernier petit sujet, évidemment, c'était aussi important. On avait déjà échangé ensemble à ce sujet-là. C'est quelque chose qui te tient à cœur, un projet, une application Coach Futsal. Raconte-nous un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. On le sait, maintenant, la plupart des grands clubs même utilisent cette application. Ça aussi, c'est important de transmettre, de partager, de mettre aussi en place des choses concrètes pour le développement du futsal. Bien sûr, bien sûr. C'est une application pour moi qui aide l'entraîneur. D'accord, la première chose. C'est un gagne-temps. La gestion des présences, une base de données d'exercice, créer tes séances, gérer tes statistiques. C'est un ensemble de tout. Mais chaque entraîneur, avec son niveau, il peut retrouver ce qu'il a besoin dans l'application. Peut-être pas utiliser tout, mais dans ce qu'il a besoin. Et je trouve que c'est aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est une application qu'on a tous besoin. Moi, je m'en passe plus. Au club, tout le monde l'utilise. Et on a, comme tu disais, on est sur 17 pays, ou même peut-être plus. On a des clubs de haut niveau, comme le Barça, comme en Espagne, en D1, on en a 7 ou 8. Mais aussi, on a des petits clubs. D'accord, des clubs ou des entraîneurs qui sont dans des catégories du bas, 3e division, 4e division en Espagne, même en France. Hein. Et je pense que c'est une application qui peut toujours aider. Ok, très bien. On va voir aussi, il y avait une autre petite photo là qu'on avait préparée, notamment avec ton associé. Voilà, c'est un projet aussi humain derrière tout ça, j'imagine, et c'est une belle aventure qui a commencé tout en bas et qui du coup maintenant est présent partout. Bien sûr, ça fait je crois que 9 ou 10 ans qu'on est ensemble avec Pascal Ponsard. Et quoi dire, c'est l'homme dans l'ombre. Okay, Coach Futsal, c'est pas Fabrice Gacougnol. C'est deux amis qui ont créé une application parce que moi, j'avais des besoins. Et une fois qu'on l'a créée ensemble, eh bien, on a commencé à la commercialiser parce qu'on voyait qu'il y avait une vraie demande, une réelle demande. Et voilà, c'est surtout, comme tu disais, une aventure humaine. Et voilà, c'est important aussi de parler de Pascal parce qu'il n'est jamais dans les réseaux. Il se charge de toute la partie un petit peu informatique. Voilà, et moi, plus réseau dans le monde, les besoins du coach. Voilà, tout ça, un peu la partie commerciale, on va dire. Très bien. Bon, on attend le petit spot de pub avant les matchs de Futsal Zone, du coup, hein, Fabrice. Ah, on m'entend plus? Tu m'entends plus? On m'entend plus. Je t'ai dit, j'ai entendu un grésillement en bas. Non? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? J'entends plus rien. Ouais. Normalement, tu es censé m'entendre, Fabrice, non? On va voir.
Démute-moi. Alors attendez, on a un petit souci, Fabrice nous entend plus. Voilà, petit souci du direct, ça arrive, c'est la fin de saison. Je vais lui faire juste un vocal. Allez, Fabrice qui va donc quitter, ça peut arriver. Voilà, les joies du direct qui est en train de revenir. Et qui, voilà, on espère qu'on aura la connexion. Ça serait dommage pour finir l'émission après toute cette belle interview avec Fabrice. Est-ce que tu nous entends, Fabrice? Aïe, aïe, aïe. Fabrice, tu nous entends? Fabrice. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Fabrice nous entend pas. Ouais, sinon on va faire comme ça, comme on avait déjà fait une fois. Ah, mince, je peux pas l'appeler. Ah, on va l'appeler comme ça. On va finir l'émission comme ça. Malheureusement, ça arrive. Enfin non, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver de temps en temps. On va finir l'émission comme ça. Ah, Oui, Fabrice. En fait, nous, enfin, ça vient pas de chez nous, donc tu nous entends plus d'un coup. C'est un peu étrange. Ouais. Ce qu'on peut finir, c'est finir l'émission. Ouais, je suis en train de me reconnecter là. Et reconnecte-toi si tu nous entends pas. On finit comme ça. Je mets le téléphone près du micro et ça ira. D'accord. Attends, on réessaye. On va réessayer d'abord sans. Est-ce que tu m'entends sans le téléphone? Est-ce que tu m'entends? Non. Là, je t'entends au téléphone, mais tu m'entends ici ou pas? Oui, moi je t'entends. Ah, attends. Ah oui, mais tu m'entends au téléphone là. Oui, je t'entends au téléphone. Je raccroche? Bah non, si tu raccroches, tu nous entendras pas. Tu me vois? Tu me vois au moins? Oui, je te vois. D'accord, ok. Bon, bah, on continue au téléphone si tu veux. Écoute, on termine comme ça. Ok. Oui. Il y aura un léger. Ok. Donc voilà, non, on parlait de coach futsal pour terminer. Donc voilà, on a fait le petit tour. Je disais, voilà, on attend la petite pub avant les matchs de My Coach Futsal, du coup. Coach futsal, pas my coach. Coach futsal. Coach futsal. Coach futsal. Oui, ça va venir, ça va venir. Allez, nickel. En tout cas, on va suivre ça. Et allez, la dernière, avant de passer à la dernière partie de l'émission, ça aussi, c'est un bel accomplissement quand même, cette photo avec justement donc, les champions d'Europe. Les champions d'Europe ont utilisé l'application de Fabrice Galcognol, c'est ça? Oui, ça faisait 2 ans qu'il l'utilisait. Dans le dernier Final Four, on avait 2 équipes. On avait Palma et Barça. Et Palma a gagné, donc on était très contents. 100% de réussite, c'est beau. Ouais. Et ben, on va passer au classement, du coup, tout de suite, dans l'émission Futsal Zone. Avec donc évidemment des choses importantes, hein, on en parlait, l'Étoile Lavalloise donc, qui a validé sa place au play-off, le Paris Akaza également, et donc derrière c'est une grosse bataille entre le Kremlin Bicêtre, Nantes, Toulon, l'UJS Toulouse. On le disait, Fabrice, vous avez votre destin entre les mains, une victoire vous emmènerait au play-off. J'imagine que ça va travailler dur, et comment un peu on manage justement ces joueurs? Est-ce qu'on a besoin déjà de les manager pour ce genre de match? Bon, écoute, déjà, on a 2 semaines devant nous. Donc, on a quelques petits bobos. Donc, aujourd'hui et demain, par exemple, ça va être plus un travail de récupération pour plusieurs joueurs. Et on commencera faire une bonne séance à partir de jeudi. Et comme ça, pouvoir récupérer tout le monde pour la semaine prochaine. Mais non, on n'a pas besoin de management. Ils savent tout depuis janvier. Ils savent tous que chaque match, c'est une finale et qu'il faut tout donner. Donc, sur ça, je pense aussi que les matchs allés où on était dans le trou, on va dire, je pense qu'ils ont pris conscience de tout et certaine maturité aussi. Ouais, en tout cas, ils sont prêts. Et donc, on le voit, hein, le Kremlin Bicêtre qui va affronter l'UJS Toulouse. Attention, parce que l'UJS Toulouse peut encore aller au play-off. Il faudrait une victoire face au KB, que le Toulon Elite Futsal ne batte pas Gaulle
Voilà un petit peu pour les enjeux. Et en bas, hein, c'est pareil. Si Béthune n'arrive pas à battre Kingersheim et Kérouville bat son prétendant, bah voilà, Hérouville restera en D1. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais on va prendre le temps de tout regarder. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que Nantes donc a son destin entre les mains et que ça va se battre jusqu'au bout. Derrière, on passe au classement des buteurs très rapidement. Soufiane El Mesrar est toujours là, mais Steve Bendali n'est pas loin avec 2 buts d'écart. Derrière, ça n'a pas trop bougé. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le Marocain, là, Steve Bendali? Je pense pas. Parce qu'il est suspendu pour Ajaccio, donc je pense pas. Non. Non, il ne le battra pas. Merci. Bon, un jour, peut-être que j'aurai accès à Foot Club. Voilà, c'est une demande que je fais auprès d'un CD, je ne sais pas qui. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour que je puisse avoir les informations avant. Mais donc, voilà, Bendali, en tout cas, ça n'enlève pas sa superbe saison. Et donc, El Mesrar qui va probablement, pour la 2e fois de suite, être la meilleure buteur de la D1. Bravo à lui. Attention, on ne sait jamais quand même. Il reste une dernière journée. On passe au passeur aussi très rapidement. Là, c'est quasiment fait aussi. Moussa Haddad, le joueur de Kingersheim, qui va donc être meilleur passeur. Boulaïba, 2e. On le voit, pas de Nantais. Il y en a des pas très loin, là, 9 passes, 8 passes. Mais en tout cas, il y a... On est une équipe très collective. C'est ça, exactement. Et voilà, donc Moussa Haddad qui va certainement finir meilleur passeur. Un petit mot également sur la D2 avec donc l'AS Avion qui monte en D1. Ça a été une grosse finale face à Marcouville, un match nul 4 partout. Marcouville devait l'emporter. Avion a marqué dans les derniers instants. Voilà, ça a été un gros match. Un petit mot, Fabrice, tu connais un petit peu cette équipe, tu suivais un petit peu ou ça va être une découverte? Bah écoute, Avion utilise Coach Futsal, par exemple. Je pense que ça a dû être important pour la montée, je pense. C'est le secret. Non, bah, vous le savez, si vous voulez monter en D1, il faut contacter Fabrice. Voilà. Et du coup, Poule B, Montpellier utilise aussi l'application? Non, mais j'y travaille. Ok, bon, voilà, ça travaille. Vous pourrez échanger l'année prochaine, donc quand il y aura des matchs entre Nantes et Montpellier. Un petit mot aussi, Montpellier, c'est une valeur sûre, entre guillemets, du championnat qu'on connaît un petit peu plus. Ça te fait plaisir de les revoir? Écoute, oui, bien sûr. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils étaient en D1. 7 ans. 7 ans qu'ils étaient en D1. Ouais. Et ils ont fait une bonne saison. C'est quand il y avait Manolo Moya qui était là-bas. Écoute, c'est des clubs qui peuvent être en D1 parfaitement. Hein. On les a joués en Coupe de France. Et eux, je pense pareil, hein, avec 2-3 recrues, je pense qu'ils pourront faire une D1, une saison correcte. Et Avion, bah, ça sera pareil, hein, il faut recruter un peu. C'est sûr qu'il y a quand même un écart entre la D1 aujourd'hui, entre la D1 et la D2. Hein. Il y a quelques années moins, mais aujourd'hui, il y a quand même un écart. Ouais, en tout cas, on suivra donc si Montpellier Avion. Dès octobre, hein, on rappelle que cette saison, le championnat débutera un petit peu plus tard hein, à cause de la Coupe du Monde. Donc voilà, rendez-vous mi-octobre, le 12 de mémoire. On passe à ce qui va nous attendre donc lors de la dernière journée, c'est la prochaine journée. Avec donc des matchs intéressants, on en a parlé. Le Kremlin, Bicêtre face à l'UJS Toulouse. Kremlin doit gagner pour valider sa place au play-off. Béthune face à Kingersheim. Béthune, s'ils prennent les 3 points, resteront en D1. Toulon doit obligatoirement également l'emporter face à Gaulle. Hérouville face au Sporting. Hérouville doit gagner et espérer un match nul ou une défaite de Béthune. Nantes doit gagner à Ajaccio pour valider ses play-offs. Et puis, Étoile Lavalloise, Paris à Casa, ça sera un petit match de gala. Un petit entraînement peut-être aussi au play-off. On en a parlé, hein, Fabrice, le déplacement à Ajaccio, ça ne sera pas évident quand même. Les Corses qui l'ont annoncé un petit peu sur les réseaux sociaux veulent aussi offrir une victoire pour leur dernier match en D1. Ah, j'en suis convaincu que là-bas, ça sera très compliqué. Hein. On sait très bien, si on a suivi la D1, chez eux, c'est difficile. Hein. Donc, et même s'ils sont descendus, et moi j'ai une question, c'est en cas d'égalité à 3, Béthune, Hérouville et Ajaccio, est-ce que c'est qui est sauvé là? Je t'avoue que j'ai été lire
J'ai été lire les 4 ou 5 premiers, je me rappelle plus de tête. Il faudra vérifier, mais en tout cas, là, Ajaccio est condamné parce qu'on a un match particulier. D'accord. Béthune est devant, donc il faudrait regarder aussi les autres. Goal average particulier. Mais écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer d'ici le match. Je pense que les joueurs, ils le savent. Hein. Ça va être un match très, très compliqué. Et comme ce week-end où il y a eu des surprises, et ben, on veut pas être une surprise. On veut être en play-off parce qu'on l'a mérité dans cette deuxième partie de saison. Et voilà, on peut être même troisième, ça dépendra des autres résultats. Mais au moins assurer cette victoire pour être en play-off. Ouais, ben on suivra ça, donc évidemment, ça sera en multiplex. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'application, vous avez mis un multiplex à disposition avec les 6 matchs en même temps. Vous pourrez suivre ça. Ça sera donc à 16h et il faudra être derrière votre écran sur futsalzone.tv. L'affiche de cette journée, bon, sur cette fin de saison, tous les matchs sont un petit peu des affiches, mais voilà, ça sera le KB contre l'UGS Toulouse, 2 équipes qui peuvent encore prétendre au play-off et le KB qui peut perdre gros aussi en cas de mauvais résultats. Donc voilà, on va suivre ça évidemment avec intérêt. Fabrice, pour conclure et pour te laisser aller à l'entraînement, un petit mot de l'invité. Bon, désolé, on a un petit souci de connexion sur la fin. Ça a surchauffé à la caméra. Voilà, ça arrive malheureusement. Un petit mot pour conclure un petit peu cette émission. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être avec nous et je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Écoute, je trouve qu'aussi dans le développement du futsal, qu'il y a eu depuis quelques années. Je pense que Futsal Zone, ça a été une partie importante de cette progression. Et surtout, vous féliciter pour le travail que vous faites. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est aussi très important, les diffusions, ça soit gratuit ou pas gratuit, peu importe. Je pense que les amoureux du futsal paieront quand même cet abonnement-là, et aussi ce qu'on dégage vers l'extérieur de nos frontières, c'est très important pour ce suivi-là de l'étranger sur le championnat français et qu'ils puissent voir aussi les talents qu'il y a ici et qu'ils puissent voir la progression du championnat français. Merci beaucoup, je transmettrai évidemment la grande équipe de Futsal Zone. On est très nombreux à bosser sur le projet et tant mieux, voilà, on essaye de s'améliorer aussi avec les moyens qu'on a, mais on sera là l'année prochaine en tout cas pour suivre cette D1 et pour déjà suivre la fin de saison. Il va se passer des belles choses avec la finale de Coupe nationale, la finale de D1, les demi-finales aussi. Et puis peut-être avec le Nantes Métropole, on verra, il faudra aller battre Ajaccio et ça ne sera pas évident, tu le disais Fabrice. Ça ne sera pas évident, mais on sera là. On sera présent. Et on va suivre ça, évidemment. Merci en tout cas, Fabrice. Désolé pour les petits soucis. Et bon entraînement, du coup, qu'est-ce que tu as prévu là pour cet entraînement? Aujourd'hui, c'est entraînement avec l'équipe B. Et parce que j'ai plusieurs, pas blessés, mais des petits bobos. Et on va récupérer les 3 ou 4 joueurs qui ont des petits bobos. Et voilà, ça sera tranquille aujourd'hui. Et même demain aussi. Très bien. Bon entraînement, bonne séance en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Disponibilité et plein de bonnes choses pour cette fin de saison. On va suivre ça évidemment et puis on se retrouvera peut-être en play-off. On va voir ça. J'espère. Merci. Allez, merci Fabrice. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci Fabrice. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour les petits soucis. C'est ma chemise. Je crois qu'elle n'est pas passée à la caméra. En tout cas, on se retrouve très vite sur Futsal Zone et donc pour le multiplex. Soyez au rendez-vous le 11 mai. D'ici là, passez une très très bonne soirée. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% Futsal.